Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet espace pour une heure de webinaire organisée par Yapaka. Je vais mettre en sourdine les petites notifs qui arrivent. Voilà. Je suis Claire-Anne Sevrin et je coordonne Yapaka, qui est le programme de prévention de la maltraitance des enfants du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, on y travaille de manière transversale avec tous les secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça veut dire les maisons de justice, la culture, l'enseignement, l'aide à la jeunesse, le sport également et l'ONE aussi. Alors, dans le cadre de ce programme, nous mettons à disposition des professionnels qui accueillent au quotidien les enfants et leurs familles toute une série d'outils de formation pour penser nos pratiques professionnelles et les situations complexes que nous rencontrons. Ces outils de formation, vous les retrouvez sur le site de yapaka.be. Il y a notamment les livres de la collection Temps d'arrêt, des courtes capsules vidéo, interviews d'experts. Servan Mouton s'est dernièrement prêté à cet exercice, vous les retrouvez sur le site. Un module de formation en ligne, de courts textes, donc tout ça est téléchargeable en ligne sur le site de yapaka.be et ce webinaire fait partie de tous ces outils de réflexion. Alors, parallèlement, nous créons aussi de larges campagnes de sensibilisation sur différentes thématiques et nous avons déjà travaillé la thématique des écrans, notamment en diffusant des petits spots à la télé qui se terminaient par l'écrit « Ne laissons pas les écrans faire écran ». Il y a également des affiches que vous retrouverez dans les différentes structures de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les affiches 3, 6, 9, 12 ans qui invitent à réfléchir les écrans en fonction du développement des enfants et la fiche écran en veille, enfants en éveil. Vous retrouverez aussi tout ça sur le site de yapaka.be. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à explorer ensemble la question des écrans en nous centrant vraiment sur les enfants. Quels sont leurs besoins essentiels pour grandir? De quoi ont-ils besoin en termes de développement? Les enjeux de santé publique liés à la présence massive des écrans dans nos quotidiens? Et quelles sont les alternatives possibles pour nourrir autrement le développement des enfants? Parce qu'évidemment, quand on ouvre cette thématique, les questions fusent. Quel écran? À quel âge? Combien de temps? Si je n'accorde pas d'écran à mon enfant, est-ce que je le prive de connaissances? Est-ce que je l'empêche d'être en connexion avec d'autres? Bref, toute une série de questions aussi. Comment, en tant que parent, résister finalement à la pression sociale? Je pense ici à l'âge du premier smartphone. Comment, en tant que professionnel, s'autoriser, se sentir légitime à aborder toutes ces questions avec les parents. Donc, voilà, on a toutes et tous probablement de nombreuses questions qui concernent la présence de ces écrans et les enfants dans la vie de nos enfants aujourd'hui. Alors, petite parenthèse technique qui est nécessaire. Nous sommes 239 à être connectés actuellement pour ce temps de travail collectif. Vous voyez actuellement 3 des 7 membres de l'équipe de Yapaka. Diane Huppert, Laurent Baudelot et moi-même. Et puis, nous sommes rejointes aujourd'hui par Servan Mouton. Pendant le webinaire, vous verrez uniquement Servan Mouton en grand, mais nous restons bien actives derrière nos écrans. Alors vous, vos caméras et vos micros sont coupés, mais pour que ce moment soit quand même interactif, on vous invite à envoyer vos questions, vos réflexions, vos associations dans le petit onglet questions et réponses qui se situe normalement au-dessus dans la barre des outils du webinaire. Malheureusement, si vous rencontrez des soucis techniques, on ne sait pas vous aider, mais sachez que le temps de travail ici est enregistré et vous pourrez le récupérer sur le site de Yapaka, soit dans l'après-midi, soit début semaine prochaine, sur la page qui vous a servi à vous inscrire pour le webinaire. Alors donc, comment penser ces enjeux liés à la présence des écrans à la lumière de ce que nous savons aujourd'hui, de ce que toutes les
études nous ont donné comme connaissance par rapport aux besoins des enfants? Quelles sont les balises qu'on peut se donner pour accompagner les enfants dans leur rencontre avec les écrans? Alors, pour nous aider donc à penser à tous ces besoins, à tous ces repères, nous accueillons aujourd'hui Servane Mouton, qui est docteur en médecine, neurologue, neurophysiologiste et spécialiste en psychopathologie des apprentissages et également titulaire d'un Master 2 en neurosciences. Elle a coprésidé dernièrement la commission en France qui a étudié les impacts de l'exposition des jeunes aux écrans et qui a rendu un rapport en avril 2024. Elle est aussi l'auteure de nombreux articles et de nombreux ouvrages. Je citerai le dernier paru chez Gallimard, Écran et désastres sanitaires, il est encore temps d'agir. Ça nous engage déjà dans la réflexion d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Servane Mouton, de nous donner accès à toutes ces connaissances, de nous donner matière à réfléchir et aussi de nous proposer des balises et des points de repère pour penser ces questions tellement contemporaines. Alors, je vous laisse déplier votre propos pendant une trentaine de minutes et puis je reviendrai avec les questions et réponses que chacun aura déposées dans l'onglet Q&R. Un tout grand merci. Merci à vous et bonjour à l'équipe de Yapaka et à tous les auditeurs. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je voudrais juste préciser que je vais parler en effet de différents impacts de l'usage des écrans sur les enfants et les adolescents. Je suis neurologue et je n'ai pas... voilà, je suis assez spécialisée, mais mes propos sont aussi... sont surtout et beaucoup nourris par les échanges que je peux avoir avec un réseau de travail et de recherche qui s'enrichit presque de mois en mois, mais qui regroupe des professionnels universitaires, pour la plupart ou libéraux, beaucoup d'universitaires et des chercheurs aussi en sciences fondamentales ou des chercheurs en laboratoire, et qui abordent les thématiques du neurodéveloppement ou de la sédentarité ou de la vision, etc. Ce qui me fait être aussi le relais des informations qu'ils me transmettent. Voilà, pour préciser que quand je sors du neurodéveloppement et de la neurologie, c'est parce que j'ai une source d'informations qui sont des spécialistes de ces questions. Donc, c'est vrai que une des petites choses que je veux dire aussi avant de commencer, c'est que bon, vous êtes professionnel de la petite enfance, donc c'est votre approche, je dirais, probablement instinctive et naturelle, mais si ce que je dis aujourd'hui va à l'encontre de pratiques ou de propos que vous pouvez tenir, je dirais, enfin, que vous soyez parent ou que vous ayez relayé des propos qui peut-être sont un petit peu différents de ce que je pourrais dire, il n'y a pas ni de regret, ni de culpabilité si vous êtes parent. Enfin voilà, par rapport à ça, c'est vraiment pas. Mon propos n'a pas lieu d'être culpabilisant. C'est l'idée de dire que les données scientifiques et la connaissance qu'on a des enjeux et des impacts des écrans progressent avec les années. On met à jour au fur et à mesure, on essaye d'être à jour, et puis de toute façon, on sera toujours peut-être un cran de retard par rapport aux effets qu'on observe parce que c'est une technologie qui évolue très rapidement. Donc, peut-être que vous allez lire ou entendre des choses qui sont un petit peu différentes, une interprétation différente de la littérature. Je ne prétends pas avoir la vérité absolue, mais en tout cas, c'est la façon dont mes collègues et moi-même interprétons les éléments à disposition aujourd'hui. Et dire également que la question des écrans, ça je le dirais en déroulant, elle dépasse largement le côté santé, soins et même petite enfance. C'est clairement une question sociétale et que les réponses ne seront pas que sanitaires et pas que parentales. Elles impliquent aussi d'autres dimensions qui sont la place de l'enfant dans une société, l'aménagement des espaces publics à leur hauteur, la collaboration et la cohérence entre ce que demande le milieu de l'éducation, en France l'éducation nationale, en tout cas le milieu scolaire, et puis ce qu'on demande aux parents de faire dans les familles. Voilà, donc il y a énormément de points en fait à cibler pour que les usages soient plus ajustés et que c'est un gros chantier et qu'en tout cas en France il n'a pas vraiment commencé puisqu'on a remis notre rapport il y a 1 an et demi et clairement il se passe pas grand-chose à part une instabilité politique par contre très stable. Voilà, donc qui favorise peut-être pas non plus de mouvements importants qui sont pourtant nécessaires. Maintenant je peux rentrer dans le vif du sujet. Donc peut-être
En fait, je vais commencer un peu à l'envers, c'est-à-dire de parler d'abord des impacts sur la santé physique, et puis ensuite je parlerai du neurodéveloppement, parce que finalement ceux sur la santé physique sont, je dirais, très carrés et assez fixes, voilà, sans gros débat, et puis après je parlerai plutôt du neurodéveloppement. Alors bien sûr, vous savez que l'enfant n'est pas un adulte en miniature et qu'il a donc des besoins et des vulnérabilités, des sensibilités qui sont différentes de celles de l'adulte, qui vont faire que un même usage, une même attitude, un même comportement ou une même exposition ne vont pas avoir les mêmes effets chez lui et en fonction de son âge que chez un adulte. C'est particulièrement vrai pour ce qui concerne la vision, en tout cas on reste sur la santé physique, avec une vulnérabilité de l'œil par rapport à l'exposition lumineuse. Sur différents éléments, et qui s'explique parce que l'œil est en croissance jusqu'à l'âge de 13-14 ans, surtout, 15-16 ans même, disons jusqu'à 13-14 ans. Le cristallin, qui est cette petite lentille qui filtre la lumière, est très transparente jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Ensuite, elle s'opacifie progressivement, et puis quand on est âgé, on peut avoir un problème de cataracte parce que le cristallin est très opaque. Mais en tout cas, cette grande transparence du début de la vie le rend plus vulnérable et très vulnérable à la lumière bleue. Cette lumière bleue qui va favoriser la myopie. Et jusqu'à l'âge de 6-8 ans, donc c'est quasiment transparent, et ensuite jusqu'à 13-14 ans, ça reste encore une sensibilité importante. Or, on observe dans le monde en fait une épidémie de myopie. On considère, enfin, les estimations sont qu'en 2050, plus de 50% de la population mondiale sera myope. Alors, je vais dire, la myopie, c'est juste une correction avec des lunettes et puis tout va bien. Sauf que la myopie de l'enfant, qui peut être une myopie forte, va être évolutive et à l'âge adulte pouvoir poser des problèmes sévères d'invalidité, d'invalidité au travail, d'invalidité dans la vie personnelle également. Donc, c'est un enjeu de santé publique vraiment important. Et en fait, les écrans participent à ça de différentes façons. D'abord en sursollicitant la vision de près, d'accommodation près et loin. Et ça, on va dire, la lecture sur les livres avait le même effet. Mais il y a d'autres éléments qui jouent et qui font que les écrans participent à cette épidémie de myopie. C'est qu'ils émettent une lumière qui est riche en bleu et pauvre en rouge. Donc cette richesse en bleu favorise la myopie. Et également que ce sont des activités qui ont lieu essentiellement en intérieur, donc au détriment éventuellement d'activités à l'extérieur. Or, pour bien se développer, l'œil a besoin d'être exposé suffisamment à la lumière naturelle, à la lumière extérieure. Donc tout ça, ces trois choses convergent vers le fait de favoriser la myopie. Un autre élément sur lequel, pour le coup, on n'a pas de recul, c'est l'effet, la toxicité de la lumière bleue sur la rétine. In vitro et chez l'animal, on sait que la lumière bleue, y compris de type de celle émise par les écrans, a une toxicité sur les cellules de la rétine qui ne vont pas être visibles au fond d'œil quand on va chez l'ophtalmologue, mais qui vont être visibles quand on analyse la rétine sur des lames chez les animaux. On ne fait pas ça chez un être humain, évidemment. Simplement, on ne sait pas ce que donne à moyen et long terme une exposition régulière et répétée à ce type de lumière, en particulier sur un œil en développement. Ce qui incite à la précaution par rapport à l'exposition des plus jeunes aux écrans, et je redis encore jusqu'à 6-8 ans et jusqu'à 13-14 ans. Ça, c'est pour le côté vision. Après, le deuxième plan de santé qui est concerné par le sommeil, c'est un peu la continuité par rapport à la santé physique, pardon, avec les écrans, c'est le sommeil, et c'est en continuité avec l'œil, puisque ce sont les effets de cette lumière bleue toujours, qui va être qui va agir sur les rythmes veille-sommeil. Cette lumière bleue émise par les écrans donne au cerveau l'information qu'en gros il fait jour. Donc lorsqu'on utilise les écrans le soir et surtout dans l'heure qui précède le coucher, on va retarder la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la mélatonine, dont le pic va déclencher l'endormissement. Donc quand on est exposé à la lumière des écrans dans l'heure qui précède le moment où on est censé s'endormir, on va décaler la sécrétion de ce pic et donc l'endormissement va lui aussi être décalé. Donc, si le lendemain matin, et ce qui est généralement le cas, le réveil est programmé toujours à la même heure, ça va conduire à une dette de sommeil. Et cette dette chronique de sommeil va avoir des conséquences sur la santé physique
alors là c'est quel que soit l'âge, santé physique, la dette chronique de sommeil favorise des maladies métaboliques comme par exemple le diabète, favorise le surpoids, l'obésité, mais elle favorise aussi les infections, les maladies cardiovasculaires globalement, des maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un peu toute la santé qui est compromise en fait quand le sommeil est perturbé. Et chez l'enfant et l'adolescent, le sommeil et la bonne qualité du sommeil est un garant, en tout cas une condition nécessaire à la bonne qualité des apprentissages. Donc un sommeil de mauvaise qualité ou insuffisant va compromettre les capacités d'apprentissage en perturbant en particulier les capacités de concentration et de mémorisation. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Et le troisième élément sur la santé physique est la sédentarité. Les activités sur écran récréatives sont je dirais le paramètre le plus employé pour évaluer le degré de sédentarité des moins de 18 ans. Et dans des rapports français qui datent d'il y a quelques années maintenant, c'est un rapport de 2020 mais qui se basait sur des données encore plus anciennes de la décennie 2010-2020, on aboutissait à la conclusion que près de 50% des moins de 18 ans étaient à risque sanitaire élevé concernant la sédentarité et l'inactivité physique, le manque d'activité physique. Or, la sédentarité est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant, au même titre que le fait de fumer ou de ne pas faire de sport ou d'avoir de l'hypertension ou trop de cholestérol LDL. Et en plus, la sédentarité favorise le surpoids, l'obésité et le diabète de type 2 qui eux-mêmes sont des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc quand on dit que 50% des moins de 18 ans sont à risque sanitaire élevé concernant ce manque d'activité physique et la sédentarité, c'est un enjeu de santé publique majeur à moyen et long terme concernant les maladies cardiovasculaires et métaboliques qui elles-mêmes les favorisent. Voilà, pour le côté santé physique, c'est vraiment ces trois piliers, ces visions, donc sédentarité et santé cardiovasculaire et métabolique, et puis sommeil avec santé globale et les apprentissages. En ce qui concerne le neurodéveloppement, le développement, j'élargirais à pas que le développement neurologique, mais aussi socio-relationnel et affectif. Le cerveau se développe jusqu'à l'âge de 25 ans, en tout cas mature jusqu'à l'âge de 25 ans environ. Donc cette période de neurodéveloppement est très longue, elle dépasse même la traditionnelle adolescence et jusqu'à ce qu'on soit jeune adulte et parfois même installé. Notre cerveau est encore en train de mûrir. Ce qui le rend à la fois très, très plastique et capable de s'adapter à des nouvelles situations, ça c'est formidable, mais qui le rend aussi plus vulnérable à des éléments qui ne lui conviendraient pas. Alors, le neurodéveloppement est sous l'influence de facteurs génétiques, c'est vrai, mais on sait, et de plus en plus, on prend la mesure de l'importance de l'environnement dans ce développement, dans le neurodéveloppement, qui va agir et directement sur la façon dont développe le cerveau, et aussi indirectement même sur la génétique, par des modifications qu'on dit épigénétiques, c'est-à-dire des modifications de l'expression des gènes qui est liée à des éléments de l'environnement. Donc c'est vraiment pour insister sur le caractère fondamental de l'environnement de l'enfant et de l'adolescent et du jeune adulte. Et après même de l'adulte, mais voilà, vraiment cette période des 25 premières années. Et au sein de ces 25 premières années, j'ai tendance à distinguer, avec mes collègues, les 6-7 premières années au cours desquelles il y a énormément d'apprentissage, et ça, bien sûr, vous le savez, parce que c'est votre métier, mais voilà, de la motricité, coordination des gestes, la communication, l'expression, la compréhension du langage, mais aussi l'interprétation des expressions d'autrui, le début aussi de l'empathie, enfin, comment dirais, la coordination sensorielle, enfin tous les sens qui aussi se mettent en place et se coordonnent, c'est vraiment extrêmement riche et dense, ce qui en fait une période qui va un peu représenter le socle en fait des apprentissages ultérieurs et donc pendant laquelle il faudra être particulièrement vigilant. Et pendant cette période, l'enfant en fait est un explorateur né. Il a besoin d'aller expérimenter le monde et il a besoin d'aller expérimenter le monde dans toutes ses dimensions. Dimensions sensorielles qui sont bien sûr la vision, le toucher, l'audition, je vous l'ai dit, l'odorat et le goût, mais c'est aussi le sens de l'équilibre, c'est également dans la sensibilité, on a la sensibilité superficielle, le tact, mais on a aussi la sensibilité au chaud, au froid,
la perception du corps dans l'espace avec la sensibilité profonde. Et puis c'est aussi, alors on l'appelle pas les cinq sens, mais le sens de l'équilibre, avec le vestibule qui doit faire son travail, mais aussi le cervelet. Et puis c'est aussi le sens de l'autre, l'empathie. Enfin, c'est vraiment tout ça, l'exploration du monde. Et à partir du moment où j'ai dit ça, vous voyez que l'écran va être une version très appauvrie de l'environnement, puisqu'il aura deux dimensions. Donc en termes de sensorialité, je dirais nos sens primaires, c'est la vision et l'audition éventuellement, mais le toucher sera uniforme et il n'y a pas d'interaction humaine, chaleureuse, bienveillante qui encourage à travers un écran. Alors bien sûr, il y a des robots, il y a l'intelligence artificielle qui peuvent faire des choses, mais ça n'a quand même rien à voir avec un vrai être humain qui est attentif et attentionné à côté. Donc voilà, l'écran et je crois particulièrement pendant ces 6 premières années, peu pertinent par rapport aux besoins de construction du cerveau de l'enfant. Alors, dans ces 6 premières années, si on doit faire une distinction, on a envie de mettre le paquet sur le pas d'écran avant 3 ans, parce que les études sont très consensuelles et depuis, je dirais, longtemps maintenant, cette préconisation est passée. Mais les dernières années ont vu être publiées des études dans la tranche d'âge des 4 à 6 ans qui montrent une association entre l'exposition aux écrans, même avec des faibles temps, des 30 minutes par jour, et des moins bonnes performances sur le plan de la cognition globale et en particulier sur le plan du langage. Ce qui, en plus, si on ajoute cet effet sur la vision que je disais tout à l'heure, avec une vulnérabilité de l'œil importante jusqu'à l'âge de 6-8 ans, tend à dire que ces écrans ne conviennent pas pour des raisons physiologiques, clairement sur le plan de la vision, mais aussi sur le plan du neurodéveloppement, aux enfants de moins de 6 ans. On a envie d'être très strict sur le 0-3 ans, parce que plus l'enfant est petit, plus la vulnérabilité est grande. Mais sur les 3 à 6 ans, en tout cas, c'est ce qu'on a réussi à préconiser dans les travaux de la commission, c'est de dire déconseiller jusqu'à 6 ans, ou alors fortement limité, occasionnel, avec des contenus de qualité éducative et accompagné par un adulte. On a quand même commencé par dire déconseiller jusqu'à 6 ans. Et ce qu'on essaye de faire passer avec le groupe de collègues que j'évoquais tout à l'heure, c'est de pousser cette recommandation et de dire que ça ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. Alors bien sûr, ce ne sera pas dramatique de regarder de temps en temps quelque chose avec son enfant et ça ne va pas abîmer son cerveau de façon durable d'avoir regardé quelques dessins animés avant cet âge-là, mais c'est simplement que ça ne lui convient pas et qu'il n'en a pas besoin pour se construire. Et que le principe de précaution par rapport aux effets santé physiques va dans le sens d'une restriction forte en fait sur cette tranche d'âge-là. Et puis sur les 0 à 3 ans, petite précision aussi par rapport à parfois des publicités qu'on peut voir pour des contenus dits éducatifs. Avant l'âge de 3 ans, l'enfant a ce qu'on appelle un déficit de transfert vidéo, ça c'est vraiment montré de façon très large dans les études, c'est-à-dire qu'il l'apprend moins bien à travers un écran qu'à travers une interaction humaine directe, que ce soit la construction, l'empilage de cubes, faire un puzzle, apprendre des mots. Il a du mal en fait à transférer l'information en 2 dimensions à la vie réelle en 3 dimensions parce que ça lui demande un effort de faire ce transfert de 2 à 3 dimensions probablement et de ce fait il réussit moins bien. Donc l'écran pédagogique avant 3 ans, clairement aucun intérêt et entre 3 et 6 ans, je serais très prudente parce que, bien sûr, alors le déficit de transfert vidéo n'est plus statistiquement significatif dans les études, mais on sait l'importance justement du multisensoriel et de l'interaction humaine dans les apprentissages, alors à tout âge, mais particulièrement dans ces classes des maternelles, en France c'est les maternelles, en tout cas les 3 à 6 ans. Et donc à nouveau, l'écran est un support assez pauvre quoi, et ne répond pas à ce besoin d'exploration multisensorielle de tout l'environnement, etc. Et puis il y a cet effet vision et sommeil qui est indépendant du contenu, pour le coup, qu'il soit éducatif ou récréatif. Donc la préconisation sur les moins de 6 ans, pour nous, ce serait pas d'écran jusqu'à l'âge de 6 ans, voilà, très strict avant 3 et déconseillé et à éviter le plus possible jusqu'à 6. Et puis chez les plus grands, alors là où on n'arrive pas à mettre aujourd'hui de limites qui reposent sur de la science en disant de tel âge à tel âge c'est OK de regarder tant de temps d'écran, etc. Il y a des balises qui peuvent être dites de façon totalement sans arrière-pensée. C'est le pas d'écran dans les chambres à coucher, pas d'écran dans l'heure qui précède l'endormissement,
pour les raisons d'impact sur le sommeil. Pas d'écran avant d'aller à l'école, ça a des effets négatifs sur les capacités de concentration. Et pas d'écran pendant les repas, ça altère les échanges, en fait, les échanges verbaux, les relations intrafamiliales, et ça perturbe à la fois le langage chez le plus petit, mais chez les plus grands, ça peut altérer, ça peut avoir des effets négatifs sur leur santé mentale, sur leur bien-être, par manque de communication, en fait, dans la famille. Donc déjà, si on respecte ces 4 balises-là, c'est pas mal. Et puis après, on regarde, il faudrait prendre les choses de façon globale en voyant un peu, en fait, c'est les Canadiens qui ont cette approche-là, qui voient la journée idéale de l'enfant en donnant et de l'adolescent, en voyant ce dont ils ont besoin. Et puis après, bah, s'il reste de la place pour l'écran, pourquoi pas. Donc, de quoi a besoin l'enfant? En fonction de l'âge, il a besoin d'un temps de sommeil qui varie, qui va diminuer au fur et à mesure où il grandit, mais chez par exemple, un enfant de 10-12 ans, ça va être autour de 10 heures par jour, 9-10 heures de sommeil. Donc voilà, donc le temps de sommeil doit être respecté au bon moment. C'est sûr qu'il ne va pas dormir de minuit à 9 heures du matin. Il va quand même se coucher en général plutôt vers 20 heures, 21 heures, et puis se réveiller vers 7 heures, 6-7 heures le lendemain matin. Il faut que pendant les repas, les écrans soient exclus. Il faut qu'il ait le temps de faire ses devoirs, éventuellement. Il faut qu'il ait le temps de faire du sport, en tout cas des activités physiques de niveau soutenu ou modéré. Qu'il ait le temps de ne rien faire, éventuellement, de répasser, de ne penser à rien d'autre chose qui lui passe par la tête, d'interagir avec ses pairs, ses amis, d'interagir avec sa famille aussi. Donc déjà, on voit que sur une journée d'école, il reste quand même peu de temps pour un écran récréatif. Et après, bah, si sur les jours sans école, il y a de temps en temps une activité récréative, pourquoi pas? Alors là, j'ai l'impression, quand je m'écoute parler, je me dis on est totalement enfin, on a des années-lumière de ce qui est fait aujourd'hui et ça semble totalement inaccessible. Mais je le dis quand même parce que je me dis que ça s'est installé tellement rapidement dans nos vies, j'ai 47 ans, entre la télé qu'on avait dans le salon et qu'on regardait de temps en temps en famille ou pas, enfin voilà, et aujourd'hui où des smartphones tout partout, les tablettes, les ordinateurs envahissent tout, il s'est passé que 37 ans finalement. Donc bon, vous avez un petit peu moins, c'est vraiment les smartphones en 2007, ça a 15-16 ans. Donc la prise de conscience semble en tout cas vraiment progresser sur les enjeux qu'il y a autour de la maîtrise de l'usage de cet outil, et j'espère qu'elle pourrait être aussi rapide avec une volonté politique aussi, hein, mais qui pourrait être aussi rapide qu'elle s'est installée, je dirais, dans le mauvais sens, dans les excès qu'on peut voir aujourd'hui. Donc je le dis quand même si ça semble un petit peu utopique. Euh, et après, donc, pour les temps qui sont recommandés et qui, pareil, vont vous sembler totalement hors de propos, mais c'est comme ça. Les temps de sédentarité qui sont souvent promus, c'est maximum 2 heures par jour de sédentarité hors temps scolaire. On est d'accord, les enfants sont très sédentaires à l'école, et c'est d'ailleurs un problème. Ils essayent de rompre ça en France par des temps d'activité physique, des clap-clap, des se lever, bouger, etc. Mais enfin, ils sont très sédentaires. En tout cas, le récréatif ne devrait pas dépasser les 2 heures par jour, sachant que les 2 heures sont un peu dites, un peu, je dirais, on dit au doigt mouillé. Enfin, en fait, on ne sait pas trop quel est le temps de sédentarité qui est acceptable pour un enfant, un adolescent et même un adulte. Donc, on dit 2 heures parce je crois que les Canadiens ont commencé à dire ça à un moment donné, parce qu'on leur demandait justement un temps dans la population générale et pour faire des recommandations, et que c'est souvent repris, mais ça ne repose pas sur des données scientifiques vraiment robustes. Voilà. Mais voilà, on dit ça, 2 heures. Et c'est souvent aussi une barrière qui est choisie dans les études qui regardent ce qui se passe sur le côté compétences cognitives, capacités cognitives. Et au-delà de 2 heures par jour d'écran récréatif, on trouve une association avec des moins bonnes performances attentionnelles et des moins bonnes performances scolaires aussi. Bon, on est très loin de ce qui est observé, puisque en tout cas en France, c'est plutôt 5, 6, 7 heures d'écran récréatif par jour chez les 15-17 ans. Mais voilà, l'idéal, ce serait ça. Et alors le côté contenu de l'écran va jouer, mais c'est aussi via les effets sur le sommeil que j'expliquais tout à l'heure. Les écrans sont aujourd'hui, en France, et je pense qu'en Belgique, ça peut être bien différent, au centre des préoccupations des spécialistes concernant les problèmes de santé des Français, jeunes et moins jeunes, avec une altération de la qualité et de la quantité du sommeil qui est importante, diminution de la quantité du sommeil, des réveils nocturnes. On a voilà, plein d'ados qui dorment avec leur téléphone à côté, qui mettent parfois des réveils pour pas louper des rendez-vous pour des jeux vidéo, pour des réseaux sociaux, qui consultent, qui écoutent leurs notifications et qui vont y répondre. Enfin voilà, c'est vraiment un problème très commun aujourd'hui.
Donc ça, c'est juste sur le côté, je dirais, indépendant du contenu. Et puis après, il y a les problèmes des contenus, et là, ça devient, je dirais, encore plus compliqué peut-être, parce qu'on est face à, surtout pour les plus grands, hein, quand on parle de réseaux sociaux et de jeux vidéo en ligne, on est face à des plateformes qui sont pour beaucoup non françaises, donc la régulation est compliquée, voire non européenne en fait, la régulation est compliquée, et qui s'appuient sur l'économie de l'attention, c'est-à-dire que leur rentabilité repose sur le nombre d'usagers qui vont se connecter le plus souvent et le plus longtemps possible, puisque les données de navigation vont être utilisées à des fins publicitaires notamment, ou de marketing, etc. Donc ça en fait des applications qui sont conçues pour conduire à des usages excessifs. Alors, voilà, que je viens de détailler les effets que ça peut avoir sur l'attention, la sédentarité, le sommeil, la vision, etc. Et que ce soit les réseaux sociaux, tous ceux qui sont accessibles aujourd'hui et très largement utilisés par les ados ont ce modèle économique toxique, et les grands jeux vidéo en ligne ont ce même problème. Et ce qu'ils essayent de faire passer aujourd'hui en France comme message, c'est pas de réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans, sachant que c'est quand même peu exigeant finalement par rapport à des procédés qu'on dit addictogènes. On ne dit pas d'alcool, enfin pas de vente d'alcool aux mineurs, pas de vente de tabac. Là, on parle de procédés addictogènes qui ont des effets néfastes sur la santé, et on demande 15, ce qui est finalement un pis-aller. Mais il y a un rapport peut-être que vous avez vu passer des députés sur la plateforme TikTok, mais ils ont finalement élargi leur demande aux autres réseaux sociaux. Et ils disent aujourd'hui 15 ans, sans exclure la possibilité de demander 18 si les plateformes ne se mettent pas en accord avec la réglementation européenne et avec des exigences de respect de l'usager dans les 3 ans à venir. Le ton durcit, quand même, ça me donne espoir que les choses changent. Mais je dis ça pour vraiment motiver la détermination des parents et de nous en tant que soignants à passer des messages vraiment de restriction d'accès aux réseaux sociaux et à ces jeux vidéo en ligne, parce que clairement, ils ne sont pas respectueux de l'usager, et c'est d'autant plus inacceptable quand les usagers sont mineurs, donc encore plus vulnérables aux effets sur leur santé, mais aussi à la captation de l'attention, parce que leur cerveau est encore moins mûr que le nôtre, qui n'est pourtant pas très robuste vis-à-vis de ça, comment résister à ces récompenses et à l'activation du système de récompense et au plaisir qu'on a à venir sur ce type de contenu. D'autant plus que, et c'est vrai surtout pour les réseaux sociaux, mais pas uniquement, sur les jeux vidéo en ligne, on trouve aussi ces problèmes-là. Il y a le problème de la protection par rapport à des contenus qui sont inappropriés à leur âge, contenus hyper violents ou contenus pornographiques. Les plateformes de réseaux sociaux, malheureusement, ont une modération qui est bien insuffisante et qui laisse passer beaucoup de vidéos problématiques. Et sur les jeux vidéo en ligne, les jeux vidéo qui sont dits déconseillés aux moins de 18 ans n'empêchent pas les moins de 18 ans d'y accéder. Il y a juste un clic à dire on a plus de 18 ans, et puis voilà, c'est bon, on y est. Donc on peut être sur des jeux vidéo extrêmement violents et avec des tortures, des actes sexuels, enfin bref, des choses vraiment totalement inimaginables. En tout cas, difficile d'imaginer qu'un enfant y soit confronté, mais en fait, ils peuvent l'être, et assez facilement, juste en se connectant. Donc, il y a aussi cet enjeu de la protection vis-à-vis de ces contenus, qui est aujourd'hui très, en tout cas, très molle sur le plan technique, et donc qui implique, alors que des parents soient hyper aguerris à gérer un contrôle parental, à l'ajuster, à discuter avec l'enfant, qui passe pas à côté, qui le déprogramme pas, qui n'utilise pas un VPN. Enfin bref, il y a plein de méthodes pour contourner les contrôles que les parents peuvent mettre aujourd'hui, et qui rendent la tâche un petit peu difficile. Et donc, sur les 15 ans, j'ai bon espoir que ça aille quand même, que ça aboutisse, parce qu'au niveau de la Commission européenne, il y a un amendement, je ne sais plus comment ça s'appelle, du DSA, qui est la loi européenne qui régule les activités des grandes plateformes, qui est passé au mois de juillet, qui ouvrirait la possibilité à chaque État membre de fixer un âge minimum d'entrée et d'accès aux réseaux sociaux. Et donc la France part sur le 15, et qui exigerait vraiment des plateformes de mettre en application des mesures de contrôle de vérification de l'âge,
qui soit éthique, donc qui respecte aussi l'anonymat. Il y a aussi ces enjeux-là, mais en tout cas, la législation semble aller vers quand même un durcissement et des exigences plus importantes. Sur les jeux vidéo, par contre, il n'y a rien, à ma connaissance, de vraiment en cours. Donc il y a une vigilance aussi à avoir avec ça, parce que les réseaux sociaux utilisent des procédés addictogènes, c'est certain. Ils ne sont pas reconnus comme addictifs, mais pour nombre d'entre nous qui travaillons sur le sujet, c'est une question d'années. C'est juste qu'ils sont récents et qu'il manque de recul et peut-être de données, de consensus scientifique. Par contre, les jeux vidéo en ligne sont reconnus comme étant responsables de troubles du comportement de type addictif depuis quelques années. Et malheureusement, ça n'a pas conduit à une régulation plus importante. Mais ce pouvoir addictogène, lui, est reconnu pour eux. Donc, il faut être largement aussi vigilant pour les jeux vidéo que pour les réseaux sociaux. Donc ça, on en vient aussi à la question de quand et quel téléphone offrir à son enfant. Ce que nous avons écrit à l'issue des travaux de la commission, c'était pas de téléphone du tout jusqu'à l'âge de 11 ans. Ensuite, un téléphone, mais sans accès à Internet, à partir de 11 ans. À partir de 13 ans, OK pour un téléphone avec Internet, mais sans accès aux réseaux sociaux. Et puis, à partir de 15 ans, OK pour les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux éthiques. C'est un peu, encore, on va me dire, on est un peu idéaliste, mais c'est vrai que cette recommandation est un petit peu faite dans l'idée de, oui, il y a une vérification de l'âge efficace, des réseaux sociaux éthiques sont accessibles et utilisés par des ados et même les plus grands, et puis ils sont protégés des contenus hyper violents, pédocriminalité, etc. Donc après, que fait-on aujourd'hui en état actuel des choses, pour ma part, et pour un certain nombre de personnes avec lesquelles je suis en lien, on aurait tendance à dire pas de smartphone, en tout cas pas de smartphone donc connecté à mon âge de 15 ans, tant qu'il n'y aura pas de moyen de protéger vraiment efficacement et de contrôler l'âge d'accès à des sites au hameçonnage pédocriminel. Enfin non, c'est pas du tout ça. C'est se dire qu'à 15 ans, socialement, ça semble acceptable aujourd'hui par rapport à la diffusion de l'usage de cet outil, de dire OK, mais uniquement à partir du lycée. Enfin, en France, ça marque le début du lycée. Et puis, l'ado est plus mûr malgré tout pour avoir peut-être conscience des enjeux et de résister à certaines choses très attractives, et peut-être aussi plus résistant à d'éventuels contenus choquants auxquels il pourrait être confronté. C'est certain que voir du porno à 8 ans ou en voir à 16, c'est pas la même chose, même si c'est pas super à 16 du hard, hyper hard, c'est largement pire d'en voir à 8 ans, bien évidemment. Donc, ce 15 ans est un espèce Pourtant, il semble hyper exigeant parce que beaucoup d'enfants en ont aujourd'hui, en tout cas en France, à l'entrée au collège. C'est souvent la marque du début de la connexion, à 11 ans, pardon. Mais ça semble être quelque chose qui, dans les années qui viennent, pourrait être entendable et acceptable. Et puis, il y a un certain nombre de parents qui s'organisent avec on appelle ça des chartes ou des pactes, enfin, pour ne pas offrir de téléphone à leur enfant avant tel âge. Et c'est un des enjeux qui est, je pense, à la clé quand on veut agir autour des écrans, c'est de faire corps, de faire groupe par rapport au mode d'action, parce que, bon, peut-être que les pouvoirs publics vont bouger vraiment à un moment donné. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et si on agit à l'échelle individuelle, en particulier pour des adolescents et des préados, qui sont à un moment où leur vie sociale est en train de naître, justement de se distinguer un peu du cocon familial, et qu'ils ont ce besoin de plus en plus grand d'autonomie, alors il va falloir faire en sorte qu'ils ne soient pas tout seuls à ne pas avoir de smartphone, à ne pas avoir de réseau social, etc. D'où l'idée de se réunir en tant que parents, dans l'idéal des groupes de parents dont les enfants sont copains, pour que ce soit en fait des groupes d'enfants qui soient dans la même situation et qui ne soient pas exclus, puisqu'ils font partie d'un groupe. Et les pouvoirs publics pourraient faciliter cela en donnant des balises, même sans réguler, mais juste en disant les smartphones sont déconseillés jusqu'à 15 ans. Ça donnerait du poids et des arguments, et puis la solidité aux familles qui essayent de le faire, mais qui, à un moment donné de la scolarité de l'enfant, craquent parce que leur enfant est malheureux, exclu, il est trop différent et trop en marge de ce qui se fait. Donc, voilà, je pense que une mobilisation un peu sociétale et parentale qui accentue la pression sur les pouvoirs publics est nécessaire pour que ça bouge. Parce que j'entends
beaucoup de parents, en fait, me dire qu'ils s'étaient fixés ces 15 ans pour toutes les raisons que vous expliquez là, et dont ils sont convaincus, mais qui n'y arrivent pas parce que c'est trop dur d'être isolé pour un ado, et ce qu'on entend totalement. Et après, une fois que le smartphone est là, ben, on rentre dans les guerres alors pas ça, pas à tel moment, ben non, tu me le donnes, t'en as trop fait, hein, et puis qu'est-ce que c'est. Enfin bref, ça devient très compliqué. Je voulais vous dire une dernière petite chose, et c'était quoi? C'était en fait, autour de tout âge. Je voulais finir là-dessus, c'est de se dire, là, l'exemple du smartphone, c'est vraiment cet exemple un peu ponctuel, mais qui peut faire la différence en se coordonnant, en s'organisant. Mais en réalité, autour des écrans, on peut le retrouver à tous les âges, parce que toutes ces mesures-là, voilà, on peut les dire, pas d'écran, pas avant 6 ans, pas beaucoup dans la journée, etc. Mais une mère isolée avec 4 enfants dans un studio, enfants échelonnés de 18 mois à 14 ans, j'aurais du mal à lui dire qu'elle fait pas bien les choses si le gamin de 18 mois regarde un peu l'écran qui est regardé par le grand frère de 8, parce qu'elle, pendant ce temps-là, elle s'occupe. Enfin, il y a des choses qui sont pas possibles, quoi. Donc, un des aspects aussi centraux du mésusage des écrans reste les inégalités sociales, en fait. Ça ne veut pas dire que ça ne concerne pas les classes favorisées et les cas de sup, c'est vraiment pas du tout ça. La surexposition et le usage des écrans, il est vraiment transculturel et transéconomique, je ne sais pas comment on le dit. Mais malgré tout, la surexposition et le mésusage est plus fréquent en pourcentage dans les populations qui ont déjà d'autres soucis, aussi d'accès à une alimentation de qualité, d'accès à un sommeil de qualité, à un logement de qualité, un rythme de vie de qualité, etc. Donc ça rajoute en fait une source d'inégalité, finalement, par tous les effets que les engendre. Donc c'est une question vraiment éminemment politique, avec une volonté politique de réduire plein de choses, dont les inégalités sociales. Il faut que je m'arrête là, mais j'avais un autre truc mais qui est rentré dans les questions autour de ça. Et j'en reviendrai peut-être après. Ça m'a échappé en faisant ce côté politique qui n'était pas forcément prévu. Mais euh, non, oui, non, simplement c'est de redire de ce que je l'ai dit au début, c'est que quand on aborde ce sujet-là avec les parents, évidemment, on va ajuster notre discours à celui qu'on a en face de nous, et c'est pas du tout l'idée de stigmatiser. Voilà, l'exemple de la mère célibataire avec des enfants dans un logement compliqué, c'est un peu la caricature, mais c'est malheureusement quand même pas du tout rare. C'est d'aider la personne là où elle en est pour qu'elle soit la plus à même d'exercer sa parentalité le mieux possible. Et je suis convaincue que chaque parent fait au mieux à tout moment avec les moyens qu'il a. Mais il y a un élément à leur donner, c'est les bonnes informations pour qu'ils puissent ajuster leur comportement si jamais il était en fait décalé juste par manque d'informations. Et après, il faut les accompagner, parce que c'est pas toujours simple de changer. Ah si, c'est le dernier truc, c'est ça. Oui, j'ai oublié quand même un truc, et après, c'est l'histoire des technoférences. C'est que le rôle du parent, il est aussi central pour tout ce qu'on a dit, mais aussi parce que l'usage qu'il va faire de son propre écran en présence des enfants va jouer un rôle hyper important dans le comportement des enfants. D'abord parce que ce seront les exemples pour le comportement de leur enfant. Il sera bien difficile de dire à son ado, bah, disons, ton téléphone à table, ça va pas, et puis d'abord tu le poses parce que tu es tout le temps dessus, si soi-même on est tout le temps en train de répondre à toute notification à tout moment, y compris quand on discute ou qu'on joue avec eux ou à table, etc. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est les technoférences, qui sont les interférences dans la relation parent-enfant induites par l'usage de l'écran par le parent en présence de l'enfant, sont un souci émergent. Alors, on connaissait bien la technoférence télé, la télévision pendant les repas, qui est associée à des moins bonnes performances de langage, et ça c'est connu depuis longtemps. Et puis maintenant, les technoférences liées plutôt au smartphone, qui vont être associées chez le petit enfant aussi à des moins bonnes performances de langage, mais aussi à des difficultés de régulation des émotions, à des moins bonnes compétences socio-relationnelles. Et puis chez les plus grands, les ados, c'est plutôt associé à une moins bonne estime de soi, une moins bonne santé mentale, comme si, une explication, c'est que l'ado a l'impression d'être moins important finalement que le téléphone qui est utilisé en permanence par le parent, et que voilà, ça altère la relation parent-enfant et la qualité du bien-être de l'ado. Et maintenant, j'ai vraiment fini. Je suis prête pour les questions. Merci beaucoup pour ce tour Merci. extrêmement complet
de la question et voilà, qui vous convoquez quand même tous les aspects différents et je trouve que c'est ça qui fait la richesse de votre propos. Peut-être souligner ce que vous avez dit à la fin, qu'il faut probablement aussi euh, en même temps dissocier et en même temps relier ce qui relève de la prévention générale et des messages qu'on peut diffuser dans l'espace public qui sont de l'ordre de balises en fonction des connaissances acquises, des études scientifiques, des études cliniques, etc., qui ont montré tout ce que vous avez montré, tout ce que vous nous avez transmis au niveau des impacts, notamment de la santé de manière générale, hein, santé physique et santé mentale. Donc, il y a toutes ces séries de messages qui circulent dans l'espace public. Et puis, il y a, je pense, tout ce travail de prévention ajusté qui se mène au quotidien par le professionnel qui rencontre la famille et qui va, comme vous l'avez dit, vraiment ajuster son propos à ce que vit la famille et, bien sûr, faire preuve sans doute de souplesse et de créativité par rapport à cette question qui est complexe, mais dont l'objectif n'est pas de faire de chacun le policier ou le gendarme de l'utilisation des écrans dans les familles. Et je trouve que ça, c'est important à rappeler que d'une part, il y a des messages qui circulent dans l'espace public et d'autres, il y a ceux qui sont transmis dans la relation et qui vont être vraiment sans doute beaucoup plus fins que les grands repères qu'on donne globalement quand on fait des campagnes de sensibilisation. Et je trouve que ça, c'est important parce que je voyais dans certaines interventions, oui, mais comment... Et on sent, je trouve aujourd'hui que les professionnels de toute première ligne sont extrêmement sensibilisés à cette question et se sentent de plus en plus légitimes à aborder ces questions avec les familles, mais ça reste compliqué pour les familles au quotidien de gérer cette question des écrans. Et je pense qu'il ne faut pas pour autant l'entendre comme une réticence de l'information qui est transmise, mais comme une espèce de difficulté à le prendre en compte parce qu'aussi, socialement, et ça vous l'avez rappelé, ou politiquement, les directives ne sont pas soutenues et suffisamment fortes peut-être aujourd'hui que pour s'appuyer sur des messages clairs et précis. Donc ça, voilà, je trouve que c'est compliqué. Et alors, il y avait aussi une question que j'ai attrapée dans l'espace de questions-réponses qui concernait l'école et l'utilisation des écrans à l'école. Et je trouve que là aussi, c'est compliqué pour les parents parce qu'il y a une espèce de double message. Il y a eu comme ça toute une volonté d'utiliser les écrans à l'école et puis de dire aux parents il faut limiter les temps d'écran. Donc voilà, je trouve que là, il y a aussi comment réfléchir à est-ce qu'il y a une cohérence de discours entre les différents espaces d'éducation des enfants, ça c'est une chose. Et d'autre chose, quelqu'un soulignait, pour les enfants reconnus 10, on utilise la tablette comme outil d'apprentissage. Est-ce que c'est à entendre du même côté que l'usage récréatif? Donc, sur le côté, alors pour le côté de l'école, il y a un vrai, je crois que les pays européens et globalement les pays occidentaux se sont, tous les pays industrialisés en fait se sont mis un peu sur la numérisation de l'école à des degrés plus ou moins intenses. Alors petite anecdote, mais quand même la Suède qui était un des pays, vous avez entendu ça probablement, qui a été un des pays à numériser le plus tôt et le plus massivement les écoles et dès la maternelle, il y a 2 ans maintenant, fait un grand plan manuel papier. Après études, discussions, réflexions, constat de la baisse des performances scolaires de leurs élèves, mise en lien avec la numérisation, et donc ils reviennent au logiciel papier, au manuel papier. En France, on a été un petit peu plus tardif, mais globalement, il y a aussi cette grosse volonté de numérisation avec des plans tablettes, des plans de numérisation, etc. Les ENT, les espaces numériques de travail pour la communication entre les parents et les familles, pour les notes, pour mettre les devoirs, etc. Et ça, alors en France en tout cas, pour les ENT, il y a eu vraiment un coup d'accélérateur avec le Covid. Ça passait assez mal. Enfin, en tout cas, c'était très hétérogène et pas très massif avant le Covid. Et puis, évidemment, les confinements, la nécessité de maintenir la scolarité d'une façon ou d'une autre, s'est faite via Internet et c'était plutôt
pas si mal. En tout cas, c'était moins pire que de rien avoir. Mais au lieu de se dire, au lieu d'évaluer en fait les effets de la numérisation, et aussi bien du côté positif que du côté négatif, enfin, au lieu de les évaluer, et notamment les ENT, en fait, on a continué après, alors que c'est un outil qui a été massivement utilisé dans une période de crise, donc dans une période très particulière. Mais après, on a continué. Mais c'était la volonté avant, sauf que ça, ils avaient du mal à l'imposer. Mais après, ils ont réussi. Et en l'occurrence, ce qui ressort, et je pense que c'est. Enfin, je ne peux pas imaginer que c'est différent ailleurs. Ce qui ressort, c'est ce que vous dites là, c'est des messages brouillés avec les familles auxquelles on dit bah, mettez pas votre enfant sur les écrans. Par contre, il faut qu'il aille faire ses devoirs sur sa tablette ou son ordinateur. Et une fois qu'il est dessus, à moins d'être un parent policier qui est derrière en permanence, l'enfant va bien avoir du mal à résister, d'aller voir le réseau social, le jeu vidéo, tel site internet, etc. Donc ils sont en multitâche en permanence. Je ne l'ai pas dit là, mais le fait d'être en multitâche est délétère pour les capacités de concentration, donc sur la performance scolaire, globalement si c'est répété, mais sur le moment, ils sont moins efficaces sur leur travail scolaire puisqu'ils sont en multitâche quand ils sont sur leur écran bien souvent. Et puis, les effets sur le sommeil, si ce sont des plus grands qui vont être amenés peut-être à travailler le soir parce qu'ils ont une activité extrascolaire ou parce que voilà, c'est leur rythme un petit peu de travailler jusqu'à 9-10 heures, bah ouais, mais ce sera la lumière bleue des écrans sur laquelle ils vont devoir être connectés, donc ça pose problème aussi. Et puis après, les ENT posaient aussi c'est le problème des notifications à toute heure du jour et de la nuit. Ils recevaient les notes ou des nouveaux devoirs. Ça pouvait être le dimanche soir à 22 heures parce que c'était un peu voilà, n'importe quoi. Donc tout ça n'avait pas été évalué et a continué et pose problème aujourd'hui. Ce qui est régulé depuis la rentrée, là, tout récemment, un peu quand même des suites de votre rapport, c'est qu'il n'y a plus de notifications sur les espaces numériques de travail entre 20 h et 7 h le matin. Ce qui limite au moins le côté hyper-connexion des élèves, surtout qui venaient vérifier qu'il n'y avait pas de nouvelles choses un peu en permanence, qui venaient presque, entre guillemets, accro à leur espace numérique de travail pour ne pas louper de nouvelles informations. Mais ça n'empêche pas qu'ils doivent se connecter pour faire leur travail pour différentes choses. Donc ça, c'est chez les plus... Voilà, ça pose souci, d'autant que l'efficacité, l'utilité pédagogique du numérique n'a pas, elle, été évaluée la plupart du temps de façon rigoureuse. Il y a quelques outils qui ont démontré qu'ils étaient efficaces, sur les langues, par exemple, certaines applications en mathématiques, enfin, je ne pourrais pas toutes les citer, mais il y a des choses qui sont évaluées de façon rigoureuse, mais la grande majorité n'ont pas démontré d'être plus efficaces sur le plan pédagogique que le support papier, le manuel scolaire papier, quoi. Et puis quand on ajoute à ça que les études montrent qu'on comprend et qu'on mémorise moins bien un texte qu'on lit sur écran par rapport au même texte qu'on lit sur papier, ça laisse songeur sur cette volonté de généraliser le support numérique comme outil d'apprentissage parce que de base, il est probablement moins performant que le papier. Donc en effet, il y a un vrai chantier à faire dans l'éducation nationale en France. Et je ne sais pas comment ça s'appelle en Belgique. Ça s'appelle comment en Belgique? C'est l'enseignement, l'administration de l'enseignement, oui. Et qui va être difficile. Par exemple, dans notre rapport, on mettait, pour être harmonieux avec la recommandation plutôt médicale de déconseiller les écrans jusqu'à 6 ans, on a aussi écrit, et aussi parce qu'on côté multisensoriel des apprentissages, etc., rendre l'écran pas forcément pertinent, on a écrit d'enlever les écrans des maternelles pour avoir donc jusqu'à 6 ans. Pour dire, on dit aux parents de ne pas mettre les enfants devant leur écran jusqu'à 6 ans, c'est pareil à l'école. Cette mesure-là, elle n'est pas reprise, par exemple. Parce que ça demande de remise en question de pratiques qui ont lieu depuis plusieurs années. Et ça, c'est voilà, je sais que il y a des frictions enseignants-parents et les enseignants sont à porte-à-faux en fait sur ces sujets-là parce que eux peuvent avoir d'ailleurs des envies et des convictions qui sont à contre-courant des injonctions de leur administration, mais ce sont ces injonctions paradoxales qui rendent un peu fou. Je pense que quand on ne sait plus quoi faire, il n'y a plus d'attitude qui puisse répondre aux deux nécessités. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. On voit que les enjeux sont très forts de part et d'autre. Et juste pour revenir sur la question des 10, est-ce que vous avez des connaissances spécifiques sur l'usage des écrans pour eux? Oui, je les mets un petit peu de côté quand on parle des logiciels éducatifs parce que, alors, il faut que ce soit dans de bonnes conditions, qu'ils soient accompagnés par les professionnels de l'éducation et de la santé quand il y a besoin aussi, bien sûr, mais il y a des outils numériques qui, pour le coup, leur permettent de surmonter leurs difficultés ou de les compenser.
mais je fais un parallèle il vaut ce qu'il vaut, mais pour moi, c'est du même ordre qu'un enfant qui se casse une jambe, on autorise à venir avec ses béquilles à l'école, et ça va être, ou il est myope, il met ses lunettes, mais c'est du même ordre, c'est qu'il a un handicap dans l'apprentissage qui est lié au fonctionnement différent de son cerveau, alors on lui met un outil qui lui permet de compenser cette difficulté. Et là, on est dans l'ordre de la compensation, mais c'est théoriquement très encadré, avec des outils qui sont ajustés à ses besoins, donc c'est en effet différent, je le mets un petit peu à part. C'est spécifique. Ok. Peut-être encore juste une toute petite précision à vous demander. Vous parliez de réseaux éthiques et plusieurs participants demandaient ce que vous entendiez derrière les réseaux éthiques. Ce serait des réseaux qui respecteraient qui respecteraient l'usager en réalité, donc qui n'existent pas vraiment aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils n'utiliseraient pas de conception manipulatrice ou trompeuse pour diriger son attention vers quelque chose, pour capter et garder captive son attention pendant le plus de temps possible. Ou qui lui permettrait de paramétrer comme il veut son réseau social pour s'intéresser au sujet qu'il veut et non pas d'être soumis aux algorithmes de recommandation qui sont basés sur sa navigation, son profil, etc. Donc clairement, aujourd'hui, tous ceux qui sont utilisés passivement ne sont pas éthiques. Alors, je ne suis pas très adepte des réseaux sociaux pour cette raison-là. Les noms qui reviennent comme étant des réseaux sociaux plus acceptables, c'est des choses qui s'appellent Blue Sky ou Mastodon, qui fonctionnent plus sur cette intention de l'usager plutôt que de la captation de son attention, mais je ne les utilise pas suffisamment pour vous dire c'est sûr, c'est super, il faut y aller. Et surtout, ils sont malgré tout quand même un peu confidentiels, même s'ils sont utilisés par des milliers, voire des millions de personnes, mais ils sont beaucoup plus confidentiels que TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Donc, pas par les jeunes, en fait, ils ne les réunissent pas. Mais ce serait ce type de réseau social. Mais qui pose aussi la question de comment on organise un réseau social éthique. C'est-à-dire que si jamais on veut vraiment qu'il y en ait, il faut qu'il y ait aussi un modèle économique derrière qui soit différent. Système d'abonnement, payant par des impôts, il y a plein de solutions qui sont proposées, mais qui le rendent rentable sans qu'on soit le dindon de la farce un peu. Ok. Bon, évidemment, vous imaginez bien qu'il y a encore mille et une questions laissées par les participants, et je trouve aussi, voilà, mille et un témoignages de la difficulté dans laquelle chaque parent se retrouve à devoir gérer et des conflits que ça génère aussi au sein des familles. Et je trouve que voilà, ça c'est aussi à pouvoir entendre que ça cristallise aussi au cœur des familles et que parfois tenir le cap de pas d'écran dans des temps limités, c'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Mais je pense je pense que ce serait vraiment important ou intéressant de réfléchir à une façon de colliger ces témoignages, ou en tout cas d'en faire quelque chose d'assez massif, parce que la prise de conscience au niveau politique, elle existe, mais je la trouve quand même très frileuse et très faible par rapport à l'intensité de la souffrance, j'appelle ça de la souffrance dans les familles, et je ne connais pas, je n'ai jamais discuté depuis 5, 6, 7 ans sur ce sujet-là avec une famille pour laquelle ce ne soit pas un problème, et un problème quotidien et multi-quotidien. Et l'inertie des pouvoirs publics pour la régulation de cette industrie est totalement en décalage par rapport au retentissement que ça a dans la vie quotidienne, en fait. Et c'est pour ça que vu que ça vient de la politique, et pourtant c'est vraiment pas mon fond de métier, mais je me dis que c'est peut-être la seule façon vraiment que les choses bougent, c'est que collectivement on se rassemble, les professionnels de l'enfant, la petite enfance, les soignants, mais aussi simplement les familles, quoi, tous les citoyens, pour dire ça n'est plus acceptable en fait. Ça nous prend trop de nos vies, ça nous prend trop de bon temps de nos vies aussi, ça nous gâche la vie en fait, et on n'est pas d'accord. Et ces voix-là sont assez, je trouve, elles sont très présentes dans la vie quotidienne de tout le monde, mais c'est très feutré quand ça parvient aux oreilles de ceux qui ont le pouvoir en fait pour changer ça. Il y a peut-être un truc à faire, une sorte de petite révolution, tranquille, mais on en voit qui naissent, je pense en Espagne notamment, par rapport à ce collectif de parents qui se sont tenus les coudes pour résister à cette pression sociale du premier smartphone chez leurs enfants. Et je pense que voilà, c'est plus facile quand on est plusieurs à s'accorder entre parents.
que voilà, quand on est seul, la pression est vraiment forte et complexe. Donc voilà, je trouve que merci pour tous vos propos parce que ça nous engage à être créatifs, à se rassembler, à être solidaires. Et donc ça nous donne de l'énergie certainement et maintenant aussi beaucoup d'arguments pour alimenter les débats. Je vous remercie vraiment pour la richesse de vos propos, d'avoir partagé avec nous toutes ces connaissances. Je rassure tous les messages, l'enregistrement était bien lancé et donc vous pourrez récupérer tout ce temps de webinaire sur le site de Yapaka en suivi. Je pense qu'on va être aussi confronté à de nouvelles questions avec l'intelligence artificielle qui débarque grandement dans nos vies aujourd'hui et dans celles de nos jeunes. Et donc voilà, je pense que c'est aussi une question qu'on peut mettre en réflexion en parallèle, certainement, de toute la réflexion que vous nous avez partagée aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais laisser encore un petit peu ouvert le temps ici pour que vous puissiez encore déposer des choses si vous avez envie. Et puis on refermera d'ici 2 minutes. N'hésitez pas à retourner sur le site de Yapaka. Il y a encore plein d'autres informations, dont des textes sur la technoférence que vous avez abordés dans votre propos. Voilà, tout est téléchargeable et disponible sur Yapaka. Merci beaucoup, Servan Mouton. Merci à vous. À Merci. bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.